Imaginez, nous sommes le 4 septembre et vous êtes dans les vestiaires de la salle de sport dans laquelle vous venez de vous inscrire. Une personne se présente à vous et vous demande: «Et sinon, tu fais quoi dans la vie?» Qu'est-ce que vous lui répondriez? Certainement quelque chose comme: «Je suis pâtissier, infirmière, comptable, maîtresse d'école» ou tout autre métier. Il n'y a rien qui vous surprend ici? Parce que moi, oui. À la question «Tu fais quoi?» nous répondons quasiment systématiquement par «je suis» plus notre métier. C'est quand même étrange, non? Ce serait donc la seule chose qui compte, qui nous représente vraiment? Pourtant, nous ne travaillons pas toute notre vie et pas non plus tout le temps. Tout ça me laisse perplexe. Admettons que l'on s'autorise à répondre selon le filtre de ce qui compte pour nous. Qu'est-ce que ça donnerait? Sûrement quelque chose de plus réaliste, non? Le pâtissier, par exemple, pourrait répondre: «La journée, je fais de beaux gâteaux que les gens peuvent partager pendant des moments qui comptent pour eux. Je fais aussi de la randonnée en forêt, de la photo et même de la pâte à modeler avec mes enfants.» Je crois alors que nous aurions une multitude d'activités passionnantes à partager. Je suis aussi convaincue que nous serions ravis de les partager avec notre interlocuteur et qu'elles nous représenteraient vraiment beaucoup mieux. L'échange qui en découlerait ne serait-il pas plus riche, plus animé, plus authentique? Mais retournons dans notre vestiaire. Et cette fois-ci, imaginons que la personne en face nous demande: «Et toi, qui es-tu?» Je crois que cette question nous laisserait perplexes, presque mal à l'aise, un peu comme la question piège dans un contrôle. Ça nous est déjà tous arrivé de nous retrouver au milieu d'un groupe et que l'intervenant dise: «Chacun notre tour, nous allons nous présenter.» Silence gênant dans l'assemblée. Chacun songe à ce qu'il va bien pouvoir improviser en quelques secondes. Quelque chose qui ne soit ni trop court, ni trop long, suffisamment original, mais pas trop non plus. Que vont penser les autres, après tout? Et, une nouvelle fois, l'une des premières choses citées est notre job. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est plus facile de se présenter selon le filtre de notre métier que de faire un exercice d'introspection et d'en partager le résultat sans crainte du jugement de l'autre. Pourtant, qui de mieux que nous-mêmes pour savoir exactement qui nous sommes? Bizarrement, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et c'est bien dommage. Vous imaginez à quel point la vie serait plus simple, sans détour, si on nous donnait dès le plus jeune âge des clés pour savoir exactement qui nous sommes, comment nous fonctionnons? Ça serait utile dans bien des domaines. Mais, eh oui, il y a un mais. Il existe deux freins qui nous empêchent d'incarner pleinement notre identité. Premier, c'est la société. Culturellement parlant, il est mal vu de parler trop de soi, de se connaître, d'assumer pleinement ses forces. Depuis tout petit, on nous a appris à travailler sur nos défauts. Il faut à tout prix les gommer. Aux États-Unis, ils font l'inverse. Ils partent de leurs forces et travaillent dessus pour les renforcer encore un peu plus. Ils valorisent aussi beaucoup l'échec, le meilleur des professeurs selon eux. Ici, l'échec est tabou. Il faut absolument le cacher, mais il ne faut pas non plus trop réussir, on ne sait jamais. En société, si une personne dit: «Je suis brillante», je parie que les gens autour vont la trouver présomptueuse sans même se questionner sur son parcours. Pour autant, cette personne est peut-être réellement brillante, fière de ce qu'elle a accompli jusqu'ici. De la même manière, si on demande dans la rue aux gens s'ils sont intelligents, nombreux sont ceux qui n'oseront pas répondre un grand oui de peur d'être jugés. Pourtant, nous le sommes tous, d'une manière ou d'une autre, en choisissant dès l'enfance celle qui nous caractérise le mieux. Parce que oui, il existe plusieurs types d'intelligence. Mais revenons à nos freins. Le deuxième frein qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, c'est notre ego. Vous savez, celui qui nous fait dire: «Je suis vraiment trop nul.» Et ainsi, qui nous évite de prendre certains risques. L'ego génère en nous une multitude de croyances. Il faut être comme ci, comme ça,
pas trop sortir du moule. Que vont penser les autres après tout? Et puis, si je suis moi-même, certainement que personne ne m'aimera, puisque je ne serai plus exactement ce que l'on attend de moi, etc., etc. On pourrait continuer cette liste pendant longtemps. Et si on change de perception, n'est-il pas plus facile de s'être fidèle? Comment pourrions-nous nous considérer valables et aimables si nous ne savons même pas qui nous sommes? Allez, changeons encore de point de vue. Quel est le point commun entre les gens heureux et performants sur le long terme? Ils sont eux-mêmes. Ils se sont questionnés et ont certainement pris quelques risques, au moins celui de partir en quête d'eux-mêmes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est possible. Certains l'ont fait, le font encore, et en plus ils sont heureux. Vous savez ce qui est aussi possible? Apprendre. À tout âge, toute notre vie, étape par étape. Vous pouvez apprendre à devenir vous-même malgré tout ce que la société et votre ego vous ont fait croire jusqu'ici. Alors, peut-être que la première étape serait de se poser la question à soi-même. Qui suis-je? Je ne le sais pas encore tout à fait, mais je vais le découvrir petit à petit. Et si, à partir d'aujourd'hui, on se levait le matin pour partir en quête de soi? Qui suis-je? Qui ai-je envie de devenir? Aujourd'hui, demain? Quelles sont mes forces, mes envies, mes talents? Quel est ce petit truc en plus qui me rend unique? Qu'est-ce que ça changerait? Certainement beaucoup de choses. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, quand on vous posera la question, et toi, tu fais quoi dans la vie? Vous serez beaucoup plus créatif.